Hello my friend et bienvenue sur Kevlar Diet, bienvenue dans Allo Kevlar. Donc on est en direct juste ici sur Instagram et on va répondre à toutes les questions que tu m'as posées. Donc les questions, tu as la possibilité de les poser dans les boîtes à questions en story sur Instagram. Et donc on est en direct sur Instagram, en direct aussi sur YouTube. Donc il n'y aura pas de cut, il y a des choses où je me trompe, il n'y aura pas de cut, ce sera 100% de live. Et on commence avec les questions qui sont justement dans la boîte à questions. Et une des premières questions qui était extrêmement intéressante, c'était: qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se baser sur l'index glycémique ou bien plutôt le total calorique sur tes repas? Donc il y a des gens qui font des travaux, donc il y aura un petit peu de bruit peut-être pas, parce que c'est des gens qui viennent dans le bâtiment des studios My Friend, c'est le direct. Donc petit rappel sur ce qu'est l'index glycémique. L'index glycémique, c'est un index qui va te donner une vitesse à laquelle le sucre va se retrouver dans ton sang. Donc à une vitesse ou du moins comment est-ce que le sucre va impacter ta glycémie. Le but du jeu, c'est d'avoir un index glycémique qui soit assez bas pour tes aliments. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est réfléchir pas uniquement sur un aliment, parce que je vais te dire voilà, tu vas prendre du miel, le miel c'est un index glycémique assez haut, le sucre aussi, etc. Mais en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est réfléchir sur ce que l'on appelle la charge glycémique. Je vais pas tout expliquer là, parce qu'il y a énormément de choses à savoir et que ça nécessite une vidéo YouTube sur ça, mais ce sera le thème d'une prochaine vidéo. Mais concrètement, plus un index glycémique va être élevé, au niveau de ton aliment, mais aussi au niveau de ton repas, et plus on aurait tendance à prendre du gras, et plus on aurait tendance à stocker. Plus ton index glycémique, au contraire, il est moyen à bas, et moins tu aurais tendance à stocker. Je te fais vraiment grossièrement. Ça, c'est ce que l'on appelait avant les sucres lents, sucres rapides. C'est un petit peu obsolète cette notion-là, mais c'est pour que tu comprennes. Et donc, la personne, elle pose la question de savoir, est-ce qu'on devrait se concentrer sur ce qui est index glycémique bas, ou on devrait au contraire se caler sur le total calorique de la journée? J'imagine, la personne ne l'a pas précisé, mais pour une perte de poids. C'est extrêmement simple. La réponse, elle est très simple. Pour perdre du poids, il faut faire un déficit calorique. Les études, elles ont prouvé que sur le poids, et après tu verras pourquoi est-ce que je dis justement sur le poids. Si tu atteins ton total calorique avec des protéines, ou avec des glucides, ou avec des lipides, ton poids ne va pas sensiblement changer. Par contre, si tu n'apportes pas suffisamment de protéines, alors dans ce cas-là, il peut y avoir des problèmes au niveau de ta masse musculaire. Si tu n'apportes pas assez de lipides, il peut y avoir des problèmes au niveau hormonaux. Et donc sur le long terme, ça peut avoir des impacts sur ton poids, mais ta santé. Tu me suis toujours, my friend. Ça peut avoir ces impacts-là. Donc en fait, sur le court terme, il n'y aura pas de grande différence. Donc pour perdre du poids, c'est le total calorique qu'il faut regarder. Mais dans une optique de santé, de bien-être, aussi de moyen et de long terme, ce que moi je vais pouvoir te recommander de faire, c'est de favoriser les aliments qui sont à un index glycémique moyen à bas, mais de ne pas penser uniquement, ok, je mange des pâtes, alors je prends que des pâtes complètes, parce que les pâtes blanches, c'est un index glycémique qui est un peu plus haut. Le riz blanc, c'est un index glycémique qui est un peu plus haut, donc je vais éviter. Non. Ce que je te conseille de faire, même ce sera le thème d'une autre vidéo, c'est de réfléchir sur la charge glycémique totale de ton repas. Ce qui veut dire que si tu prends du riz, oui, il va y avoir un index glycémique qui est plutôt haut. Ok, d'accord. Mais est-ce que le riz blanc est mauvais en soi? Non. Pourquoi? Parce qu'on va le consommer, du moins si on le consomme, avec des légumes. Parce qu'on aura des fibres. Les fibres vont venir tamponner l'index glycémique. Si on mange avec du poulet, du saumon, du colin d'Alaska, on va ajouter des protéines. Et du coup, on tamponne encore une fois l'index glycémique. Si on ajoute un petit filet d'huile d'olive, on va encore tamponner l'index glycémique, ce qui fait que la charge glycémique de notre repas sera moyenne à basse. Et du coup, dans ce cas-là, pour une perte de poids, ou du moins pour un maintien et puis aussi pour la santé, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc la réponse à cette question, vaut mieux privilégier l'index glycémique ou bien le total calorique? Les deux. Essaye de maintenir un total calorique ou d'être en déficit calorique si tu souhaites perdre du poids. Et en même temps, pour avoir un aspect vraiment santé, parce que le poids, en vrai, on s'en fout, je te le dis très clairement, le poids, on s'en fout complètement. Tu peux peser 80 kg, être une femme, peser 80 kg et être en très bonne santé, et au contraire, peser 60 kg et être en très mauvaise santé. Donc le poids, c'est un petit peu plus compliqué que ça, donc je te laisse voir toutes les autres vidéos que j'ai fait, comme ça tu comprendras un peu mieux. Mais
c'est vraiment sur l'aspect santé, donc il faudra jouer sur les deux et ne pas se dire, ne pas diaboliser surtout, ça c'est ce que je veux que tu retiennes de ça, ne pas diaboliser, ok, cet aliment il a un index glycémique haut, je le mange pas. Oh, je le mange pas. Non, il faut réfléchir un petit peu plus de manière globale, avoir comme ils disent les Américains, the big picture. Essayer de prendre du recul et de se dire, ok, mon repas, comment est-ce qu'il va être? Et puis c'est pas parce qu'une fois de temps en temps, je mange des galettes de riz soufflé, parce que je mange des bonbons, ou parce que je mange X ou Y aliment qui a un index glycémique élevé, que je vais me transformer en pomme de terre. Non, pas du tout, my friend. Ton corps, il est intelligent. À partir du moment où tu as une routine qui est saine, les excès, il va pouvoir les gérer. Ça, c'était une très très bonne question. Une très 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 bonne question. Quand je suis en jeûne intermittent, je perds moins vite que quand je mange normalement. Est-ce normal? Et ben ça, c'est une excellente question. Donc le jeûne intermittent, je t'ai fait une vidéo YouTube sur ça, elle devrait sortir prochainement. Concrètement, le jeûne intermittent, c'est le fait de ne pas manger pendant 16 heures. Le jeûne intermittent, et c'est une petite introduction de la vidéo YouTube, c'est pas un remède miracle. C'est pas parce que tu pratiques le jeûne intermittent que tu vas perdre plus rapidement. C'est pas parce que tu pratiques le jeûne intermittent que tu vas maigrir plus efficacement ou que tu vas sécher davantage. Le jeûne intermittent, c'est une manière de manger. Mais le jeûne intermittent, s'il est mal réalisé, dans ce cas-là, l'évolution de ta composition corporelle, c'est-à-dire ton poids, ton taux de masse grasse, ton taux de masse musculaire, peut varier beaucoup plus vite. Dans le bon sens du terme, si c'est bien fait, mais dans le mauvais sens du terme, si c'est mal fait. Donc le jeûne intermittent n'est pas un remède miracle. Deuxièmement, le jeûne intermittent a plus de chances d'être mal réalisé. Et donc si c'est mal réalisé, dans ce cas-là, tu n'as pas les résultats que tu souhaitais et donc tu te retrouves peut-être dans cette situation-là. Troisième chose, le jeûne intermittent ne convient pas à tout le monde. Le jeûne intermittent ne convient pas à tout le monde. Il y a des personnes qui devraient arrêter complètement le jeûne intermittent. Et il y a des personnes qui devraient, au contraire, se mettre à faire du jeûne intermittent. Mais là, ça va dépendre des personnes et c'est vraiment particulier et propre à la personne. Donc, peut-être que tu fais mal ce jeûne intermittent-là, peut-être que tu le pratiques mal, peut-être que c'est pas adapté à ta journée, peut-être que dans ta journée, tu as besoin d'être plus efficace le matin, le machin. Donc, il faut regarder, est-ce que, de 1, tu le pratiques bien? Est-ce que tu apportes tout ce dont ton organisme a besoin au bon moment? De 2, est-ce que c'est adapté à toi? Et de 3, est-ce que ça ne te frustre pas? Parce qu'on est dans une société, ça c'est extrêmement important, c'est Descartes qui a mis un peu cette dualité-là entre le corps et l'esprit. Et donc on a le corps, voilà, c'est physiologique, l'anatomie, etc. Et de l'autre côté, l'esprit. La pensée, sauf que les deux, ils sont intimement liés. Intimement liés. Je sais pas pourquoi j'ai accentué comme ça, mais ils sont liés. Ce qui veut dire que, quoi que tu fasses, si tu le fais de manière où tu es épanoui dedans, tu auras des meilleurs résultats. Même si la méthode, elle est un peu bancale. Par contre, si tu fais ça de manière... T'es pas épanoui, t'es frustré. Et ben même si la méthode elle est bonne, écoute bien, même si la méthode est bonne, le fait que tu sois frustré en suivant cette méthode peut te donner des moins bons résultats que si tu avais une méthode qui était pas optimale, mais dans laquelle tu étais épanoui. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre, à connaître et à garder en tête. Ce qui fait qu'on a vraiment fait une dualité entre le corps, l'esprit. Non. Si tu es frustré dans ce que tu fais, il y a peu de chances que ça te donne des super bons résultats. Par contre, si tu es épanoui dans quelque chose, il faut que cette chose elle soit un minimum bonne. Si tu fais n'importe quoi, je suis épanoui en mangeant des grecs et des McDo tous les jours, je suis pas sûr que ça fonctionne. Par contre, si tu fais quelque chose qui est moyennement bon, tu auras des meilleurs résultats que si tu faisais quelque chose qui était parfait et dans lequel tu étais complètement frustré. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête parce qu'on l'enlève trop souvent et c'est trop absent de tous les conseils que l'on peut recevoir. Donc voilà pour la petite réponse sur le jeûne intermittent. Est-ce que c'est bon de prendre des enzymes digestives et des probiotiques et à quel moment les prendre? Merci. Alors, les enzymes digestives, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, les enzymes, ce sont des petits ouvriers qui vont venir en fait
découper les molécules. Par exemple, le lactose, c'est un glucide que l'on va retrouver dans le lait et il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à les digérer. Du coup, ce qui va se passer, c'est que tu as des personnes qui vont prendre ce que l'on appelle des lactases. Donc les lactases, c'est des petites enzymes comme ça, regarde, qui vont venir découper le lactose. Et du coup, tu vas pouvoir le digérer de la meilleure des manières. Parce que le lactose, super simple, c'est du galactose plus du glucose. Et donc, les deux ensemble, comme ça, je vais faire comme ça, galactose plus glucose, c'est du lactose. Mais peut-être que toi, tu n'arrives pas à digérer ça. Et en fait, les enzymes, elles vont venir, et elles vont te mettre du glucose et du galactose, et tu vas pouvoir digérer les deux. C'est pour ça que pour les bébés, des fois, on n'a pas du lactose dans les laits en poudre, mais du galactose, parce que c'est plus facile à digérer. Et donc, tu as des personnes qui n'ont pas assez de lactase, donc c'est les petites enzymes, là, comme Pac-Man, là, et donc, elles n'arrivent pas à digérer ces produits-là. Et donc, dans ce cas-là, ça peut être une bonne solution pour digérer ces produits qu'on ne digère pas. Ça peut être le lactose, ça peut être des protéines animales, ça peut être plein de choses. Ça peut être, souvent, c'est sur les protéines aussi, mais il y en a plein. En fait, il existe des enzymes pour toutes les molécules. Une enzyme, c'est quelque chose qui casse, qui découpe, qui t'aide à digérer. C'est des petits ouvriers comme ça. Tu vois, moi chez méchant là, les mignons, bah bref, c'est des enzymes. Donc ça peut être intéressant. Avant de t'orienter vers les enzymes, peut-être qu'il faudrait regarder, est-ce que c'est pas la forme de l'aliment qui te pose problème. Je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à digérer certains aliments lorsqu'ils ne sont pas cuits. Il y en a qui n'arrivent pas à digérer certains aliments quand ils sont sous telle ou telle forme. Donc ça peut être intéressant. Pourquoi pas. Les probiotiques, ça peut être bien aussi. Il faut distinguer ce que l'on appelle les pré- et les probiotiques. Les prébiotiques, c'est ce qui va remplacer directement les bactéries de ta flore intestinale. Concrètement, c'est quand tu as une intoxication alimentaire, quand ta flore intestinale elle est complètement bousillée, et bah, le médecin va te donner ce que l'on appelle des prébiotiques. Et donc, ils vont vraiment, en fait, entre guillemets, remplacer ta flore intestinale. Et là, dans ce cas-là, les probiotiques, c'est ce qui va nourrir ta flore intestinale, donc tes bactéries. Ça peut être intéressant, il y a des personnes chez qui ça peut au contraire accentuer les problèmes. Donc il faut, ce que j'ai envie de te dire là, comme ça, oui, tu peux tester, tu peux machin. Ce que je te conseille de faire si tu veux vraiment, tu as vraiment de réels problèmes, c'est de voir avec un gastro-entérologue. Donc c'est le médecin du ventre, tout simplement. Et puis deuxième autre petit conseil, c'est au niveau des probiotiques de prendre ceux qui ont plusieurs milliards de souches de bactéries. Donc il faut en avoir plusieurs milliards parce que c'est ça qui va être efficace. Ceux qui te mettent 10, je sais pas si ça existe 10, mais 10, 100 ou 1000 souches, c'est pas assez. Il faut plusieurs milliards de souches et tu vas voir que dans le commerce, en parapharmacie, en pharmacie, tu vas en trouver, ça coûte pas très cher. Ça, c'est une question super intéressante. Je n'arrive pas à faire une séance de sport à part le soir vers 22h30. Je me force, entre guillemets, fatigué. Est-ce que c'est bénéfique ? Bien évidemment que ça va être bénéfique. Bien évidemment que ça va être bénéfique de faire du sport de cette manière-là. Mais le risque que tu peux avoir, c'est que le fait de faire ce sport-là va t'empêcher de dormir. Tu vas accumuler une super fatigue au niveau de ta récupération, c'est pas forcément top. Et en fait, je pense vraiment à la partie sommeil. Si la partie sommeil, elle est bien, ça veut dire que ça ne t'empêche pas de dormir, tu dors pas super tard, tu as ton quota de sommeil. Dans ce cas-là, non, c'est ultra bénéfique. Vaut mieux faire du sport, même tard le soir, plutôt que de ne pas en faire du tout. Par contre, si le fait de faire du sport tard le soir de cette manière-là t'empêche de dormir et te casse complètement pour la journée du lendemain, dans ce cas-là, essayer de moduler ou du moins essayer de voir l'intensité de la séance ou peut-être essayer de la mettre le week-end, etc. Donc ça va dépendre de est-ce que toi tu arrives ou pas à récupérer après ta séance ou dans le cas contraire, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver une solution pour essayer de la répartir ailleurs dans la semaine. Alors il y a que des questions super intéressantes. Qu'est-ce qu'un régime anti-inflammatoire ? Il faut pas manger quoi concrètement ? Alors, petit teaser, il va y avoir un programme de régime anti-inflammatoire que moi je vais faire où je vais tout expliquer. Mais dans les grandes lignes, un régime anti-inflammatoire, qu'est-ce que c'est ? Un régime anti-inflammatoire, c'est quelque chose qui va te permettre d'avoir des aliments à favoriser et des aliments à
diminuer. Je dis pas supprimer, parce qu'il n'y a aucun aliment qu'il faut supprimer. Il n'y a aucun aliment qui... Je diminue le gain du micro. Il n'y a aucun aliment qu'il faut supprimer. Les aliments, on peut tous les consommer. Les seuls aliments à supprimer, c'est si tu as une pathologie avérée. Exemple, j'ai la maladie cœliaque, je suis intolérant au gluten. Bien évidemment que je ne vais pas manger des aliments qui apportent du gluten, sinon je vais tomber malade. Mais si tu n'as pas de pathologie, il n'y a pas d'aliments à supprimer. Il y a uniquement des aliments à éviter, à diminuer. Donc une alimentation anti-inflammatoire, ça va viser à rétablir ce que l'on appelle l'équilibre acido-basique. L'équilibre acido-basique, c'est l'équilibre entre ton taux d'acidité dans ton corps. Tu as des aliments qui vont être plutôt acides et tu as des aliments qui sont plutôt basiques. Et donc le but du jeu, c'est de rétablir cet équilibre. Les aliments acides, tu l'auras compris, c'est les aliments qui sont plutôt industriels. Ce sont les aliments qui vont être à base de viande, de fromage, de produits laitiers. Et les produits qui vont contrer cette acidité-là, qui vont rétablir cet équilibre-là, ce sont plutôt les aliments, les légumes, pas les légumes en sauce, mais les légumes verts, les légumes crus. Ça va être aussi les épices, ça va être les fruits. Donc tous ces aliments-là vont pouvoir contrecarrer cette acidité. Et le but du jeu, c'est d'avoir une alimentation qui rétablisse justement cet équilibre. Et tu as des aliments, j'aime pas appeler ça comme ça, mais tu as... J'ai envie de le dire, mais j'ai pas envie de le dire en même temps. Tu m'en veux pas si j'utilise ce terme. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Mais on a entre guillemets ce que l'on appelle des super aliments. Ah non, je l'ai dit. Entre guillemets des super aliments, comme par exemple, en plus tu vois, tu sais quoi, hier j'ai acheté ça parce que je voulais en prendre des gélules de curcuma. Tu vas voir, le curcuma, c'est un super antioxydant. Tu vas avoir le ginseng, tu vas avoir le gingembre, tu vas avoir, qu'est-ce que je peux te donner d'autre, le clou de girofle par exemple. Et en fait, tu as des aliments comme ça, même après les épices ou des herbes, les herbes aromatiques, le persil, le thym, la coriandre. J'aime pas la coriandre. J'aime pas la coriandre du tout, mais la coriandre aussi. Oui, dans les plats, dans les tagines que je fais, je mets de la coriandre. Non, j'en ai pas mis pour le tagine poulet. Dans l'autre, j'en avais mis, mais j'aime pas trop le goût que ça donne. Même s'il en faut un petit peu pour relever le goût, mais j'aime pas trop. Mais bref, tu m'as compris. Donc ce sont ce genre d'aliments-là que tu vas pouvoir intégrer. Et en fait, le fait d'avoir une alimentation qui est trop acide, eh ben, ça va favoriser... C'est pas pour te faire peur. C'est juste pour... Ça va favoriser le risque de cancer. Ça va favoriser le risque de blessure. Ça va favoriser le risque de développement de maladies. Et donc... ça va favoriser aussi le risque de prendre du poids inutilement. Et donc le fait de rétablir ça, il y a énormément de bienfaits sur la santé. Mais je ferai ça en détail parce que c'est extrêmement intéressant, extrêmement important. Et c'est des toutes petites choses en fait que tu peux mettre au quotidien, mais en fait une petite chose plus une petite chose plus une petite chose, ça fait des grandes choses. Donc c'est extrêmement intéressant comme question, ça. Donc c'est en ça que consiste l'alimentation anti-inflammatoire. L'alimentation anti-inflammatoire, en vrai, c'est une alimentation traditionnelle, c'est une alimentation qui normalement devrait être une alimentation que l'on a tous. Moi par exemple dans mon quotidien, je me pose pas la question de dire est-ce que je vais faire un régime anti-inflammatoire ou pas, parce qu'en fait dans ma logique d'alimentation, c'est une alimentation qui est anti-inflammatoire naturellement. Pareil dans le programme 30 jours pour sécher, c'est une alimentation qui est anti-inflammatoire naturellement. Mais c'est vrai que si on veut vraiment se faire... Enfin, j'aime pas encore une fois ce terme-là, mais il est assez parlant, une sorte de détox anti-inflammatoire. C'est bien d'avoir une bonne charge comme ça pendant une semaine d'aliments qui sont anti-inflammatoires pour avoir vraiment un coup de boost sur le départ et pouvoir repartir sur des bases saines. C'est très bien ça. C'est une bonne question. Comment perdre du gras et prendre du muscle en même temps? Je suis une fille. Ça, c'est ce que l'on appelle une recomposition corporelle. Très simplement, en pratiquant un léger déficit calorique, tu vas perdre du gras, et en pratiquant une activité qui te permette de prendre du muscle. Donc en étant ce qu'on appelle la balance azotée. Balance azotée, c'est juste pour dire que tu manges suffisamment de prot. C'est un terme... la balance, ça c'est les pseudo-coachs, ils aiment bien dire ça.
On va faire en sorte que la balance azotée soit positive, on va diminuer les hydrates de carbone pour te créer un déficit calorique hebdomadaire, journalier. Ah, my friend, tu manges un petit peu moins, tu manges un petit peu plus de prot, tu fais des exercices qui vont solliciter tes muscles et l'hypertrophie. Là, tu vas pouvoir faire une remodification au niveau de ton corps. Ne t'attends pas non plus à genre perdre 5 kg de gras et prendre 5 kg de muscle en un mois, non, ça n'existe pas. Mais tu as de cette manière-là, faire un léger déficit calorique, pas trop important, avoir un apport en protéines qui est conséquent, et là tu pourras développer et avoir un plan d'entraînement aussi qui est cohérent, et là tu pourras développer de la masse musculaire tout en perdant un petit peu de gras. La whey, dangereux pour les reins? Très bonne question. Il n'y a que des très bonnes questions. La whey n'est pas dangereux pour les reins. Tout comme manger du poulet n'est pas dangereux pour les reins. Par contre, si tu consommes trop par rapport à tes besoins de whey, dans ce cas-là, c'est mauvais pour les reins. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, elle est magnifique. Je ne sais pas quand est-ce que je vais... Elle est prête, hein. Elle est sur la créatine. Parce que souvent on dit, ouais, la créatine, c'est dangereux, t'es stérile, tu perds tes veuches, c'est mauvais pour les reins. Et en fait... tout dépend de ta consommation. Si tu dépasses tes besoins, bien évidemment, c'est une surcharge par rapport à tes besoins. Si tu apportes ce dont ton organisme a besoin, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc la whey n'est pas dangereux pour les reins. La whey peut être dangereux pour les reins si tu en consommes trop, au même titre que manger trop de pizza, manger trop de poulet, manger trop de fromage blanc, manger trop d'œufs est mauvais pour la santé, est mauvais pour tes reins. D'accord ? En cette période de crise, par quoi remplacer la viande qui est chère? Très bonne question, il n'y a que des bonnes questions, ça fait plaisir. Et bah c'est très simple. La viande, et tu sais quoi? En plus j'ai fait une vidéo YouTube sur ça, elle est déjà disponible, c'est tout savoir sur les protéines. La viande va t'apporter des protéines animales qui sont dites complètes. Complète pourquoi? Parce que dans les acides aminés qu'elles vont apporter, dans les indispensables, ceux que notre corps ne peut pas produire, elle va tous les apporter. Donc la viande apporte des protéines de super bonne qualité. Par contre, elle est assez chère. Donc tu peux t'orienter vers quoi? Donc tu peux t'orienter vers des œufs, tu peux t'orienter vers du lait, tu peux t'orienter vers du fromage blanc qui est moins cher. Ok. Maintenant tu peux t'orienter aussi vers ce que l'on appelle des légumineuses. Et ça c'est quelque chose qui est trop sous-estimé. Les légumineuses, écoute bien my friend, les légumineuses apportent autant de protéines pour 100 grammes que la viande. Les légumineuses apportent autant de protéines pour 100 grammes que la viande. Et coûtent énormément moins cher. Mais, tu vas me dire, ouais, mais c'est de la prot végétale. La protéine végétale, elle est de moins bonne qualité que la viande. Ok, ça c'est vrai. Il y a un facteur limitant. Elle n'est pas aussi complète. Sauf que, my friend, si je te dis Mexique, nourriture, tu vas me dire, ah ouais, l'association haricots rouges, maïs. Et en fait, la science, elle a montré que si tu couples l'haricot rouge qui est une légumineuse avec le maïs qui est une céréale, ça, les deux qui ont un facteur limitant se complètent. Et on a une protéine d'aussi bonne qualité que la viande. Si je te dis Maghreb, tu me dis semoule pois chiche. Et d'ailleurs, le couscous, avant, il n'y avait pas de viande. Le couscous, c'était un plat de pauvres. Donc, il n'y avait pas de viande, mais par contre, il y avait de la semoule et des pois chiches. Semoule, fait à partir de blé, céréales, pois chiches, légumineuses, pouf, les deux, complémentarité fonctionnelle, aussi bonne qualité que la viande. Qu'est-ce que je vais te prendre? La réunion, lentilles, qui est légumineuse, avec des riz, qui est une céréale. Et pouf, complémentarité fonctionnelle, riz, lentilles, ça donne une protéine aussi bonne qualité que la viande. Donc tu peux t'orienter vers les légumineuses. Les légumineuses, c'est top pour avoir ton apport en protéines à moindre coût. Et puis tu peux faire cette petite association pour avoir cette complémentarité fonctionnelle. Donc voilà, légumineuses, tu as aussi les fruits à coque, donc beurre de cacahuète, noix de cajou, pistache, etc. Attention à ne pas en trop consommer parce que c'est reste des produits qui sont gras, donc on a 50% de matière grasse dedans, même si c'est des bons lipides. Il y a des fibres, il y a du fer, il y a des minéraux, mais attention à ça, mais c'est très bien, c'est très bien. Question. Il n'y a que des super questions aujourd'hui, ça fait plaisir. Les calories dépensées pendant ma séance de sport sont-elles à déduire de la consommation calorique totale, quotidienne? Alors c'est très simple. Je vais te donner mon exemple, qui n'est pas du tout mon exemple, mais je vais te donner comme si ça s'appliquait à moi. Moi, Walid, ouais je m'appelle Walid, je m'appelle pas Kevin, enchanté my friend. Je consomme, je dis des bêtises, je dis des grosses bêtises, je consomme 2500 calories dans la journée. Donc mon corps a besoin de 2500 calories dans la journée. On enlève la pratique sportive.
On dit je fais pas de sport dans la journée, voilà, mon corps il dépense 2500 calories. Donc les dépenses liées à mon métabolisme de base et les dépenses liées à mes activités dans la journée. Parce que même si je fais pas de sport, il y a des activités. Je marche, je monte des escaliers, je réfléchis, je parle, j'ai des émotions, je me tiens debout, je travaille, etc. Donc 2500 calories. Si je veux perdre du poids, je fais un déficit calorique de 10% environ, 20% et puis 30% si je suis accompagné. Donc on va dire 10%. Donc tu enlèves 250 calories. Ok? Ça c'est 10% de 2000 calories, de 2500. Donc on est à moins 250 calories. Maintenant, si je fais du sport, ma dépense calorique elle est plus de 2500 calories à cette journée. Elle est de 3000 calories. Parce que 2500 plus 500 calories, ça fait 3000 calories. Et donc, mon déficit calorique, il va falloir le créer à partir de ça. Donc, je fais moins 10% de 3000. Et donc, sur 3000, moins 10%, ça fait 300 calories. Donc, dans la journée où je fais du sport, je prends bien évidemment en compte mes dépenses liées au sport, 500 calories. Donc, au lieu de me baser sur, ok, je vais manger 2250 calories, parce que c'était le déficit calorique sur la journée sans sport, et dans ce cas-là, je ne vais pas dire 2250, mais je vais dire 2700, parce qu'on a compté non pas 2500 calories, mais plutôt 3000 de dépenses dans la journée liées au sport. Donc il faut que je augmente mes dépenses, il faut que j'augmente mes apports pour avoir mon moins 10%. Pourquoi je te dis moins 10% et que c'est important de respecter ça? Parce qu'en fait, ton corps, lui, il a besoin de régularité et il a besoin aussi de progression, de progressivité. Progressivité. Je sais pas si ça se dit. On s'en fiche, my friend. Il a besoin de progression. Il a besoin que ça soit progressif. Si un jour, mon corps dépense 3000 calories, mon déficit calorique, il doit être de moins 10%. Un jour, je vais lui faire moins 500 calories, un jour, je vais lui faire moins 200 calories, un autre jour, je vais lui faire moins 700 calories. Lui, il va pas savoir où est-ce qu'il en est. Du coup, il faut avoir une régularité. Et donc, pour créer ton déficit calorique, il faut regarder combien est-ce que tu dépenses réellement dans la journée en prenant en compte est-ce que tu fais du sport ou pas, est-ce que tu travailles ou pas, etc. Et donc, à partir de ça, tu vas créer ton déficit calorique derrière. Donc oui, les calories dépensées pendant ta séance de sport, elles sont pas à déduire, mais à ajouter dans le total de tes dépenses caloriques. Et donc en fonction de tes dépenses caloriques, tu crées après ton déficit. Jeûne intermittent, on a répondu. Si je fais du sport en fin de journée, à quel moment est le mieux pour manger le repas du soir? Ça c'est très simple. Si tu fais ton sport, admettons, à 19h ou 20h, et que entre la fin de ton sport et le moment où tu vas manger, il y a plus d'une heure qui va s'écouler, dans ce cas-là, je vais te conseiller de prendre une collation de récupération, ce qu'on appelle the post-workout in English, you know. En gros, tu as ta collation après l'entraînement, ce qu'on appelle dans la fenêtre anabolique, etc. Donc, tu peux prendre un fruit, une compote, une petite source de protéines si tu as fait un effort qui était à résistance musculaire. Si ton repas, il va être 30 minutes après l'arrêt de ta séance, dans ce cas-là, va manger directement. N'attends pas plus, va manger directement. Est-ce que c'est vrai que les protéines fatiguent les reins? On a répondu à cette question-là, donc non, c'est faux. Si tu en manges trop, oui, mais au même titre que si tu mangeais de la pizza, du poulet, ce que tu veux. Que manger après une séance de sport? Ok, ça on a à peu près répondu. Après une séance de sport, de l'eau. Il te faut de l'eau. Il te faut une source de glucides. Fruits, c'est très bien, du miel, une compote. Et une source de protéines. Source de protéines, bien évidemment, tu vas pas te balader avec un blanc de poulet, avec des œufs, machin, c'est un peu relou. Ce qui est intéressant, c'est de t'orienter vers les produits laitiers, parce que ça apporte un mix entre des caséines et des protéines assez rapides. Si tu n'as pas la possibilité, dans ce cas-là, ça peut être intéressant de prendre ce que l'on appelle des compléments alimentaires. Quelqu'un qui souffre de l'anémie peut-il pratiquer du sport? Premièrement, ça va dépendre de son anémie. Est-ce qu'elle est sévère ou pas? Est-ce qu'elle est fériprive ou pas? À quel stade est-ce qu'elle est engagée? Donc ça, c'est uniquement ton médecin qui va pouvoir te dire ça avec une prise de sang. Deuxièmement, moi, ce que je te conseille de faire très rapidement, c'est de prendre du fer en complément alimentaire. Attention, super important. Écoutez bien, open you hurry. C'est super important. Dans le commerce, et parce qu'on veut pas de problème avec les lobbies, bref.
Dans le commerce, on va retrouver du fer sous forme sulfureux de fer, un truc comme ça. C'est le fer qui est le moins bien absorbé et c'est le fer qui te bousille le ventre. Ce que je te conseille de faire, c'est de prendre du fer, écoute bien, sous forme de bisglycinate. Du fer sous forme de bisglycinate. Il y en a des très bien, même sur Amazon, partout. Tu prends ça et ton fer il va remonter naturellement. C'est du fer qui est le mieux absorbé, c'est du fer qui te fera pas mal au bide. Ça va être très bien. Après, bien évidemment, moi j'ai un peu plus d'aliments qui sont riches en fer, etc. Après, pour te dire, est-ce que tu peux pratiquer ou pas du sport, je sais pas. Là, l'anémie, c'est ce que l'on appelle une pathologie. La pathologie, dans tous les cas, c'est le médecin qui doit poser son diagnostic. C'est le professionnel de la santé et de cette pathologie-là qui doit te dire si oui ou non. S'il te dit oui, let's go, vas-y. Mais, encore une fois, et je le dis toujours et je le dirai toujours, même si je fais le maximum pour te donner la meilleure des connaissances, la meilleure des sciences mis à jour, ne prends pas même moi, je ne m'autoriserai jamais à te donner des conseils médicaux à travers cet écran-là. Pourquoi ? Parce que même lorsque j'étais en clinique et qu'on avait monté un service diabéto, on avait uniquement le droit de donner les conseils après le feu vert de l'endocrinologue et du diabétologue. C'est des choses, quand il s'agit du pathologique, faut pas rechercher sur Instagram, même s'il y a des très bonnes choses, mais tu peux pas te fier uniquement à YouTube, à Instagram, tu peux pas. C'est du médical, c'est du pathologique, chaque personne est différente, et je serais un gros mytho si je te disais, tu sais quoi, t'as ça comme pathologie, et bah écoute, tu peux faire ça. J'ai même pas accès à ton dossier médical. Donc il faut faire extrêmement attention à ça. Moi, je ne prendrai jamais la responsabilité et je ne m'autoriserai jamais à faire ça. Je peux te donner bien évidemment les conseils généraux comme je l'ai fait là, comme je le fais pour la thyroïde, comme je le fais pour SOPK, comme je le fais pour les diabétiques. Mais je ne peux pas te donner des prescriptions ou te dire exactement il faut faire comme ci, comme ça, parce que déjà d'une, je n'ai pas accès au dossier médical. De deux, ça se trouve, tu as quelque chose qui est spécifique et que moi je ne sais pas parce que je n'ai pas ton dossier médical. Je vais te dire fais ça, mais ça va être mauvais pour toi. Donc il faut faire attention et fais attention aussi aux personnes qui prennent cette liberté-là de te dire ça. Par exemple, quelqu'un qui te dit ouais, j'ai une pathologie. C'est pas juste j'ai mal au dos, c'est j'ai une pathologie avérée au dos. Et le mec il va te dire ouais, bah écoute, fais 5 séries de rowing et du soulevé de terre, tu verras, ça renforce ton dos. Ça se trouve, ça va te bousiller ton dos. Donc attention aussi aux conseils que tu vas pouvoir retrouver sur ce genre de plateforme. La personne n'a pas accès à ton dossier médical. Quand il s'agit d'une pathologie, il faut voir avec le professionnel, bien évidemment. La boîte à questions est finie ici, mais il y a des petites questions qui sont extrêmement intéressantes et on va continuer avec ça. Allez, c'est parti, my friend. Salam alaikum, my friend. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La marque pour le faire du bisglycinate, voilà. Ça, c'est une marque NHCO pour le bisglycinate. Je sais plus c'est quoi la marque que j'ai chez moi, je te montrerai tout à l'heure. Mais le bisglycinate, c'est très, très, très important. Ok. Pourquoi le manque de sucre traduit de l'irritabilité ? Alors, il y a deux possibilités. Ça, c'est une très bonne question aussi. Pourquoi le manque de sucre peut faire en sorte que toi tu sois irrité, pas content, un peu énervé, etc. Il y a deux choses qu'il faut savoir. Le sucre, il a un schéma de récompense qui est un circuit de récompense qui est très puissant. Il y a des études qui ont montré qu'il y avait des rats au laboratoire qui préféraient aller vers du sucre plutôt que vers de la cocaïne. C'est pour te dire le truc de ouf. Ah, est-ce que j'ai le droit de dire ça sur YouTube ? Je sais pas, my friend, j'espère qu'ils vont pas dire. Que de la... Bref, donc c'est très puissant. Donc la première des choses, c'est ça. Si tu es habitué à avoir du sucre et à avoir ce circuit de récompense, quand tu vas le couper, tu vas être en manque, tu vois. Donc ça, c'est normal. La deuxième des choses, c'est pas forcément le sucre ou autre, mais c'est plutôt les variations de glycémie. Quand tu es en hypoglycémie, t'as tendance à être pas bien, tu vois, t'es pas bien, t'es en situation, t'es pas bien du tout. Et donc ça peut traduire de l'irritabilité, pareil pour le manque d'énergie et un déficit calorique qui est trop important ou le fait de ne pas manger suffisamment. Oh là là. Pause.
les gens qui éternuent dans leurs mains, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous éternuez dans votre main? Ah tiens, bah, ça va, ouais, ça va bien. Après, tu vas toucher tous les objets, tu vas contaminer la pièce, le magasin, les poignées. Arrêtez, faites comme ça dans votre coude, c'est très bien. Voilà, petite ok, mon friend. Donc, c'est pour ces raisons-là que tu as des personnes qui, justement, quand elles ne consomment pas de sucre, ont ces symptômes-là. Comment rester motivé et quelle machine à la salle faire pour perdre de partout? Alors, quelle machine faire à la salle pour perdre de partout? J'y répondrai dans une autre vidéo parce que c'est un peu plus complexe que ça. Comment faire pour rester motivé? C'est une question super intéressante. J'ai fait une vidéo YouTube, motivation versus discipline. En fait, c'est pas. Je vais t'expliquer ma version, mon point de vue sur ça. C'est pas le fait d'être motivé, pas motivé. En fait, la motivation, c'est juste une étincelle. La motivation, c'est juste une étincelle, c'est pas le moteur. Concrètement, si tu attends d'être motivé pour faire quelque chose, tu vas attendre très longtemps. Si tu te dis ouais mais moi je suis pas motivé à faire ça, il va jamais rien se passer. Pourquoi? Parce que les choses qui vont te donner le plus de résultats, peu importe le domaine, hein, peu importe le domaine, les choses qui vont te donner le plus de résultats dans la vie, dans le travail, dans les plaisirs, sur ton corps, bref, dans tout, ce ne sont pas des choses qui sont au départ plaisantes à faire. Et j'insiste bien sur le au départ. Ce ne sont pas des choses qui sont plaisantes à faire au départ. Pourquoi? Bah tout simplement parce que ton corps, lui, il va se dire, ton cerveau, ton esprit, pour faire cette chose-là, il faut que je fasse des nouvelles choses. Et nous, notre corps, principe de survie, principe d'économie d'énergie, il n'aime pas faire des nouvelles choses. Tu es obligé consciemment de te dire je vais faire ci, je vais faire ça. Et donc ton corps, lui, il n'aime pas trop ça. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir la flemme. Sauf que la motivation va venir au début. Elle va venir au début. Tu es motivé pour faire quelque chose, etc. Ok. Maintenant, ce qui fonctionne beaucoup plus que la motivation, c'est oui, la discipline. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'on en entend tout le temps parler. La discipline, oui, c'est la discipline qui est plus... Ok, d'accord. Mais en fait, ce qui est plus puissant que la motivation et la discipline, c'est les petites habitudes. J'en parle souvent, j'en ai parlé sur Beurre FM. La vidéo, elle est disponible sur YouTube, quand on était en direct à la radio. Les petites habitudes, c'est super fort, c'est super puissant parce que la motivation... Tu vas dire, ouais, je vais gravir une montagne, tu vois, quand t'es motivé. Sauf qu'en fait, le truc, c'est pas de gravir une montagne, c'est pas d'être le plus beau, le plus fort, construire une maison, je sais pas quoi, le plus rapidement possible. Le truc, c'est d'être constant. C'est d'être constant dans des petites choses. Et donc, le secret de la motivation, c'est de faire des petites choses, mais tout le temps, tous les jours, pour que ça devienne un automatisme. Moi, par exemple, le matin, je me lève vers les coups de... Je te raconte un peu ma vie. Je me lève vers les coups de 7 heures, un truc comme ça. Je fais mon petit déjeuner tranquille, léger, comme ça je peux travailler. Et je travaille vers les coups de 7h30, 8h. En même temps, tu sais, je fais un peu de stretching, je fais mon dos, machin, hop, un peu de yoga. Tu vois. Ça, c'est devenu une habitude. J'y pense même pas. C'est même pas un truc que je me dis, est-ce que je vais me réveiller ou pas, est-ce que je vais travailler ou pas. C'est comme quand tu te lèves, tu vas faire ton pipi du matin. C'est la même chose, tu vois. Bah là, c'est exactement pareil. C'est des habitudes, en fait, que j'ai mis en place. Et pourtant, au début, quand j'ai mis ça en place, j'avais du mal. Des fois, je me levais à 9h, je dis « Ah non, j'ai pas envie de travailler et tout ». Là, c'est même pas une question qui se pose. Pareil pour faire du sport. Je me pose même pas la question de « Est-ce que j'ai envie d'aller au sport ou pas ?» C'est je fais mon sport. C'est naturel. Parce que ça fait des années que je fais ça. Par contre, tu vas me dire une nouvelle chose. Je sais pas, je vais aller à un club de lecture. Bah peut-être que je vais avoir la flemme, parce que je vais dire, ah, j'ai la flemme d'aller au club de lecture. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Donc il va falloir que je mette en place des petites habitudes pour que ça devienne vraiment un automatisme, que j'aille au club de lecture et que j'y pense même plus et que ça soit facile à tenir. Donc la motivation, j'ai des petites notifications sur ma montre, la motivation c'est bien, mais c'est au début. Pareil, encore une fois, j'en avais déjà parlé en story, j'ai envie de commencer le tir à l'arc. Bon, c'est un truc que j'ai envie de commencer le tir à l'arc et l'équitation. J'ai le temps disponible pour ça.
Mais je sais pas. J'étais motivé, hein, genre je regardais et tout, où s'inscrire, machin. Mais je sais pas, j'ai la flemme. C'est pas bien, hein, mais j'ai la flemme d'aller dans un nouveau club. Bonjour, j'aimerais m'inscrire, comment ça se passe. J'ai la flemme, voilà. Alors que si j'avais mis en place des petites habitudes de me dire, ok, ben voilà, tel jour c'est le machin, je fais ci, je fais ça, j'aurais pu le faire. Après, c'est pas quelque chose qui est indispensable pour moi, tu vois. C'est un plus. Mais si j'avais vraiment ce besoin et je voulais avoir cette nouvelle routine-là et que ça soit bon pour ma santé, etc. Si par exemple je faisais pas de sport et je dis je veux faire du sport, dans ce cas-là, j'aurais fait des petites routines comme ça. J'aurais préparé peut-être mon sac avant. Comme ça, j'ai pas besoin de me dire ouais, mais faut que je fasse mon sac, j'ai la flemme. Par exemple, si tu vas après le travail à la salle ou que tu vas aller courir ou que tu vas au cours de gym ou de step, eh ben, ton sac il est déjà préparé dans ta voiture. Ou il est déjà préparé si tu prends les transports. Comme ça, tu te dis pas, ouais, il faut que je retourne chez moi, il faut que je me change, c'est relou, j'ai oublié ma serviette, tu vois. C'est tout plein de petites choses comme ça qui vont faire en sorte que tu vas pouvoir tenir sur le long terme. Donc la motivation, c'est bien, c'est la petite étincelle. Mais la motivation, on va dire que ça s'entretient grâce à des petites habitudes qui vont te faciliter tout ça. Pareil, si pour cuisiner, voilà, un truc tout bête, tu as décidé de cuisiner. Tu t'es dit, vas-y, tu sais quoi, je vais acheter Thermomix. 1500 balles, peut-être même c'est plus cher. Comme ça, je cuisine trop bien. Mais si ton Thermomix, il est au fin fond d'un placard, ou de je sais pas où, et qu'à chaque fois, tu es obligé de bouger plein de trucs, le ramener, tu vas jamais cuisiner, c'est relou, c'est chiant. Par contre, s'il est, il est directement disponible sur ton plan de travail, il est là, il est facile à utiliser et tout, bah dans ce cas-là, ça va être plus facile. Pourquoi ? Parce que les petites habitudes à mettre en place pour l'utiliser sera plus facile que de tout déranger. Bah là, c'est la même chose. Essayez de faire en sorte que ce soit le plus facile à mettre en place et tu vas voir que ça va t'aider à tenir sur le long terme et c'est applicable à tout, bien évidemment. Pas uniquement au sport, pas uniquement à l'entrepreneuriat, pas uniquement, mais dans tout, même pour la vie de couple. La vie de couple, il y en a, ils se disent oui, c'est pas l'amour fou qui tient ton couple sur les années. L'amour, c'est bien, c'est l'étincelle. Mais c'est aussi les habitudes de chacun et chacune au quotidien. Et c'est des petites choses, tu vois. Ouais. C'est vrai, quand le sac il est prêt, on part tout de suite. Nous aussi, on est prêt à partir. Par quoi remplacer les oléagineux, taux de potassium haut ? Si tu as un problème au niveau du potassium, dans ce cas-là, il faut aller voir ton médecin traitant. Parce que c'est lui qui pourra te dire écoute, tu as tel aliment, parce que tu as le droit de manger tel aliment ou pas tel aliment. Si tu n'as pas de problème au niveau du potassium, il n'y a aucun problème à consommer des fruits oléagineux. Aucun. Si tu n'as pas de problème là-dessus. Mais si tu as des problèmes, il faut voir avec ton médecin. Rosalia, avis. Je connais pas. Malheureusement, je sais pas ce que c'est. Petite précision, parce qu'il y a des personnes qui se disent voilà, c'est Kevlar Diet, les marques qui proposent des produits comme ça, je les connais pas toutes. De un, parce que en vrai, j'en ai rien à faire de ces marques-là. Mais c'est vrai, je m'en fous de ces marques-là. Il y a d'autres marques, je vais pas citer leur nom, sinon on va dire tu nous attaques, tu nous plombes mon business. On va pas la parler d'eux. Mais il y a des marques, elles sont éclatées au sol, elles sont nazes. Oui, alors avec nos comprimés, nos gummies, notre poudre, notre cine. Mais je connais pas toutes les marques. Et la nutrition, c'est pas uniquement des marques, des compléments alimentaires. La nutrition, c'est l'alimentation. C'est les bananes, c'est le riz, c'est les pommes de terre, c'est l'activité en général. C'est ça la nutrition. C'est pas parce qu'on a un déficit en telle ou telle chose, ou qu'on n'arrive pas à avoir telle ou telle chose, qu'il faut tout de suite se dire « Ah, mais cette marque-là, elle est bien, parce qu'en fait, X, Y, Z. » Non. Ah, je fais de la résistance à l'insuline, je vais consommer ça de cette marque. Pourquoi ? Alors oui, consommer du chrome, ça peut peut-être t'aider. Ok, d'accord. Mais pourquoi tu vas te dire « Ouais, non, attends, je vais dépenser 150 balles dans cette cure, blablabla. » Mais déjà, si tu as une résistance à l'insuline ou que mange déjà mieux, dors déjà mieux, bois suffisamment, bouge un peu plus. Et donc, la nutrition, c'est pas uniquement ça. C'est quelque chose que je voulais vraiment mettre en avant. Parce que lorsque j'avais 15 ans, en fait c'était à 15 ans que je faisais ce genre d'erreur. Mais c'était quand j'avais 15 ans que je dépensais franchement
au moins 150 euros par mois de compléments alimentaires. Ouais, je sais, c'est des erreurs que je faisais, j'avais 15 piges. Je voulais devenir costaud et tout. Et d'ailleurs, je faisais des compétitions de force athlétique, des compétitions de force, et j'étais champion de France en 2012. Bref, passons. Et donc, je me disais, il me faut, j'ai besoin, le potassium c'est bien, la caféine, il me faut du fer, directement je vais acheter des compléments, ok, où est-ce que je le trouve? Non, la nutrition c'est avoir la science de l'alimentation, et dans l'alimentation, tu peux trouver 99% de tous tes besoins. Comme je l'ai dit sur le club privé Telegram, moi les seuls compléments que je consomme, ça va être de la protéine en poudre lorsque je pratique des sports. Lorsque je fais pas de sport, j'ai pas forcément besoin de protéines en poudre. Je prends de la glycine pour mes articulations aussi, c'est bien. Les oméga 3, parce que c'est vrai que je mange pas trop de poissons. Un peu de curcuma de temps en temps. Mais en vrai, de vrai, t'as pas besoin de venir et prendre 1 milliard de trucs. Je vais prendre en fait de la glutamine parce que j'ai lu que la glutamine c'était bon pour les produits machin. En fait, je vais prendre tel truc, tel machin. Non, my friend, t'es pas obligé. On n'est pas dans un truc de pharmacie. La nutrition, c'est la science de l'alimentation. C'est pas parce qu'une marque, elle te dit oui, alors grâce à notre marque, vous allez refaire votre flore intestinale, blablabla. Ouais, mais my friend, il n'y a même pas les conseils qui te donnent. Quoi manger dans la journée? Quels aliments sont bons à favoriser? Quels aliments il faut éviter? Est-ce que c'est... Il y a des gens qui disent ça. Oh là là, je mange au restaurant. Pour ne pas être ballonné, je vais me prendre un sachet de je sais pas quoi. Oh, regarde comment on se sent bien. Et ils te vendent ce sachet-là à toutes les sauces. Oh là là, je suis chez moi, je ne sais pas quoi cuisiner, je vais me prendre un berlingot de... My friend, c'est pas ça. C'est quoi ça? C'est n'importe quoi. On n'est pas des otaries, on n'est pas des oies qu'on gave. La science de l'alimentation, c'est important. C'est une responsabilité, même pour nos enfants. On part un petit peu, c'est du live, my friend. Allô Kevlar, le micro il est là. On sort un petit peu de ça, mais... c'est extrêmement important. C'est une responsabilité au niveau de nos enfants, au niveau de toi. Ton corps, tu as une responsabilité vis-à-vis de ton corps. Regarde, c'est un truc de ouf parce que l'alimentation, c'est le seul domaine où les gens ne veulent pas apprendre. C'est le seul domaine où les gens, ils veulent pas apprendre. Ouais, mais c'est compliqué, tu comprends. My friend, tu bouffes tous les jours. Tous les jours, tu bouffes. Tous les jours, tu bois. En fonction de ce que tu bouffes, en fonction de ce que tu bois, ton corps, il change. Tu grossis ou tu maigris. En fonction de ce que tu bouffes, tu peux tomber malade. En fonction de ce que tu bouffes, tu peux développer des cancers. En fonction de ce que tu bouffes, tu peux avoir des maux de dos, être fatigué. En fonction de ce que tu bouffes, tu peux être en meilleure santé. Tu peux vivre dans les meilleures conditions. Tu peux vivre plus longtemps. Tu peux être en meilleure forme. Pourquoi tu te renseignes pas? Si demain je te dis, tiens, je t'offre une Ferrari, une Lamborghini, ce que tu veux. Est-ce que tu vas pas regarder, ok, c'est quoi le meilleur carburant à mettre quand même dedans? Parce que si je mets un mauvais carburant, ça va bousiller le moteur. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Alors pourquoi est-ce qu'on fait pas ça pour notre corps? Pourquoi? Désolé si je t'engueule un peu, mais c'est vrai. Parce que je l'ai trop souvent en atelier. Parce que je fais des ateliers aussi pour les mamans, pour les petits déjeuners, pour les enfants. Pourquoi tu donnes de la... pourquoi tu donnes de la merde à tes enfants? Les gens qui sont dehors là, ils doivent se dire c'est un ouf. Pourquoi tu donnes de la merde à tes enfants? Les Kellogg's de n'importe quoi, les trucs bourrés de sucre, les trucs bourrés d'additifs. C'est marqué sur l'emballage. Peut développer des troubles de l'attention chez l'enfant. Et toi, tu lui donnes. L'enfant, il mange ça, il sait pas ce que c'est. Tu lui donnes du sucre, du gras, en très grande quantité, des produits chimiques qui développent des cancers, qui développent je sais pas quoi, qui développent des intolérances. Pourquoi maintenant voilà. Pourquoi maintenant il y a de plus en plus... Ah non, damn. Attends, 2 secondes.
My friend, c'était vraiment pas prévu, comme tu as vu là sur la vidéo, ça a coupé parce que le boîtier était en surchauffe. Donc on a continué en live sur Instagram sur ce que je disais. Je te poste quand même la vidéo. On se dit à très bientôt pour un Allo Kevlar. N'hésite pas à laisser toutes tes questions si tu en as ou toutes tes réactions dans la partie commentaire de cette vidéo. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, my friend. Ciao, ciao.